My sprinkler. Mathieu! Salut Eric, comment ça va? Ça va super De bien. retour en studio, c'est cool, ça fait du bien. Oui, une configuration légèrement différente. Mais j'haïs pas ça, moi, comme ça. C'est le fun, je me sens à l'aise. Je vais me mettre mes pieds droits. Ouais, moi aussi, sauf qu'on a dépensé pour une table, on va s'en servir. le prochain en studio va être un format back to normal, en quelque sorte. Pour celui-ci, par contre, C'est quoi le format? Pourquoi qu'on est de même? on va appeler ça, j'ai appelé ça, parce que tu vas l'apprendre là, le débat des coachs. Cool. Ça semble approprié pour le contexte. Pour le format. C'est quand les élections? Le 20 septembre? Oui. Ouais. Ça va sortir quelques jours après les élections. Ouais. Ça va être cool. Donc, ça fonctionne. Puis on n'est pas juste deux cette fois-ci. On est trois cette On est fois-ci. trois. L'avez-vous remarqué? Allô, Karine. Salut Karine. Allô? Comment vas-tu? Je vais bien, hein? Oui, Comment merci. vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Merci de participer au débat des coachs. J'ai toujours le goût de dire débat des chefs. Ça se peut qu'on en échappe deux, trois, là, mais c'est pas grave. Peut-être que ce sera coupé au montage ou pas. Surtout que coach et chef, c'est un peu le contraire. Passez une bonne journée. T'es dans un mindset pour participer à un débat, t'obstiner, échanger, pas être d'accord. Moi j'ai l'intention à ce qu'on soit pas d'accord. J'espère qu'on ne sera pas trop d'accord, sinon ça va être là longtemps. Déjà, je suis En fait, contre. ça va être court. Mais les règles du jeu, essentiellement, on va identifier des individus, des pratiques, des outils, et puis on doit choisir lequel, puis il n'y a pas de ça dépend, Pas le droit. pas d'ex aequo. On doit choisir lequel a le plus influencé la communauté agile. Sinon, qui nous a le plus influencé. Sinon, Celle qui influencera peut-être dans Un le jour. futur. Peu importe. sinon, je sais pas. Sinon, on dit, je connais même pas, man. De qui? Donc, par Qu'est-ce défaut, que c'est l'autre. Mais ça va toujours, si je comprends bien, là, ça va toujours être un face-à-face. Ça va être Ouais. ceci ou cela qui sont en lien. Donc, un tool ou, encore une fois, une pratique, un produit, quelque chose. Ceci ou cela, Ouais. en tant que coach, Ouais. lequel et pourquoi, en gros. OK. On va se pratiquer. On va se pratiquer. Genre. La gang, Ah. on dit GIF ou GIF. Là, c'est chiant parce que c'est toi qui poses la question, donc il faut qu'on s'exprime en premier, right? Ça fait partie des règles du jeu. C'est celui qui... Je vais commencer en jouant le rôle de facilitateur, OK. ensuite provocateur et ensuite prise de Participant. position. OK. T'es-tu prête à te lancer ou tu veux que je me mouille en premier? Je suis vraiment prête à me lancer. Vas-y, les dames d'abord. J'ai confiance en toi. On dit GIF. On dit GIF. Je travaille avec beaucoup de Français. Ça me... Il GIF? Ouais, je dois avouer que ça me dérange profondément, mais il aime ça dire GIF. Ça me gosse, mais on dirait que l'oreille Je savais siffle. même pas que c'était qu'il y avait du monde qui Qu'il y avait des disait bas. GIF. Ouais. Oh oui, ça peut être un GIF. Un Ouais, GIF. Oui. Ouais. Puis à force de l'entendre, je te dirais, on finit par y prendre goût. Tu sais? On finit par aimer ça. C'est comme un parfum doux amer, aigre-doux. Je sais pas quelle expression prendre, mais ouais, on finit par s'y habituer. Ça me cassait les oreilles il n'y a pas si longtemps, mais en ce moment, j'aille pas ça. Je trouve ça particulier. C'est comme dire Les GIF, I bought a GIF for my girlfriend. tu sais, un GIF, c'est dur, c'est agressif. Tu sais, un GIF, GIF. c'est doux. C'est doux. C'est doux sur la joue. C'est accompagnant, ça a de l'air, tu mets ça maintenant on est tous dans Team ou Zoom ou Slack ou whatever, là, fait qu'on échange toujours par texte, puis on dirait quand... On dit PIM en passant. On dit PIM. C'est pas team. en mettant un GIF, ça rend la conversation plus douce, plus Oui. smooth. On peut mieux véhiculer les émotions, je trouve. Fait que veut dire mais moi je dis GIF. Là. Moi Parce que là, moi, je suis en train de me dire que toi, tu dis Bagel et non pas Baguette. Bagel. Moi By je the way, je Bagel. sais pas si ma mère écoute, mais elle dit Bagel depuis que je suis tout petit. Puis ça me fait Ma faire mère de dit Bagel, l'urticaire. je sais, puis il n'y a pas répond. Du. Il y a une autre syllabe à la fin. Répond du. Il n'y a pas réponse. En plus, GIF veut dire quoi? Graphical Interchange File, c'est ça? Probablement. Graphical? C'est pas un graphical. Pour ajouter un peu de confusion, je pense que le créateur des GIF, lui, il dit GIF. Pas vrai? Ouais.
Tu t'es documenté, visiblement, avant de poser ta question. Mais c'est pas des gens d'informatique qui sont les plus forts en littérature anglophone. Quand on pense qu'on peut écrire CD-ROM, C-E-D-E, là, ou... Ah oui. Par contre, mettons un courriel, c'est une belle... C'est beau, là, phonétiquement parlant. Je trouve ça joli, courriel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donc ça va être un peu ça. Ajoutez un commentaire. Si vous dites GIF, mettez un J. Si vous dites GIF, mettez un G. M'a tellement perdre. Tu sais, je me sens à Musique Plus, là, au combat des clips en 88, là, avec Paul Sarrazin. Puis j'ai tellement... Bon, je sais pas si t'as le référent, Eric, t'écoutais peut-être peu Musique Plus à ce moment-là. Oui, Claude Lajotte. Sugar and Me qui était en combat contre... Moi, j'écoutais New Kids on the Block à quelque part, 88, 89. Là, puis, ouais. Alors, moi, j'écoutais New Music avec Claude Lajotte. New Music? Ouais. Mais ça, c'était à Chaume, non? À Chaume et à Musique Plus. OK. C'est peut-être trop tard, je pouvais pas écouter. T'étais pas né encore, je pense. Oui, on se calme. Là. J'ai écouté l'ouverture de Musique Plus avec Nuance, Vivre dans la nuit. Je trouve que c'est très pertinent pour les auditeurs. Ouais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qu'on vient de perdre. Tu regarderas dans le timing, là, le monde qui décroche puis qui n'écoute plus le podcast, ça vient de finir direct là à Nuance. C'est quoi le nom de la chanson? Vivre dans la nuit. OK. Ouais. Avec la meilleure chanson, Vivre dans la nuit ou celui qui frappe dans l'amour? Jerry Boulet avec Grand coup d'amour. Grand coup d'amour. Ben, je pense que je suis obligé d'y aller avec Jerry Boulet. L'autre, c'est un one-hit wonder. Jerry Boulet, il a les années 70, il était marquant. Je pense qu'on peut pas... all the way. Je pense que... Ouais. Go, Jerry! Ils ont même fait un film sur sa vie. Ils n'ont pas fait de grand film sur Vivre dans la nuit. Ça se pourrait que j'écoute Vivre dans la nuit dans l'auto en retournant à la maison parce que là, tu m'as comme intrigué. C'est sur Spotify? Vivre dans la nuit? Je sais pas, sûrement. On peut-tu se considérer réchauffé? Je pense qu'il est trop tard avant qu'on dérape trop. Là. on embarque dans des sujets sérieux. Oh! Qui commence avec la première carte? On va y aller en round robin après. Okay. Lequel de ces deux individus aurait le plus influencé la communauté agile? On joue à qui? Jürgen Appelo ou Henrik Neberg? Oh! OK. On aurait pu faire ça live et avoir du feedback des gens. Oui, hein, ça aurait été cool. Tu t'es mouillé, veux-tu que je saute ou tu veux... Les deux, puis là, on n'a pas le droit, ça dépend, on se rappelle. Les deux, je pense que c'est des joueurs majeurs, mais je pense qu'Henrik, juste avec le modèle Spotify là, dans les dernières années, tu sais, combien d'endroits tu arrives, puis il y a des squads, puis ils ont implémenté le modèle Spotify, même si à terme, Henrik a dit c'est peut-être pas l'idée du siècle de faire ça à Aziz. Mais tu sais, combien de personnes ont regardé les petits vidéos là, sur le process chez Spotify, puis comment ça se passait, puis ont réutilisé en tout, en partie. J'ai jamais vu tant de squads de ma vie. Mais non, mais je pense que je suis obligé d'y aller avec Henrik pour ça. T'sais. Je pense que Jürgen, avec Management 3.0, on voit des pratiques un peu partout. Je pense qu'on l'aime tous. On en utilise probablement fréquemment. Mais si tu te promènes dans l'industrie, puis tu compares, je sais pas, le delegation poker puis les squads, tu te promènes random dans un bureau, là. En levant 2 roches, je vais voir 3 squads, mais je ne verrai pas beaucoup de delegation poker ou de, je sais pas, voilà. Ouais. J'aurais le goût d'y aller comme ça. OK. Fait que, Henrik? Ouais, je pense. Moi aussi, Henrik. Ouais. Même si c'est un Jürgen. close call, là. Désolé, Jürgen. Puis pour avoir suivi la formation de Management 3.0, puis essayer de m'en servir le plus souvent possible, ça reste beaucoup de respect pour les deux, mais il y a les images, la façon que Henrik a trouvé d'imager à travers ses petits dessins, des trucs super simples. Puis il y en a beaucoup qui me reviennent régulièrement, comme celui qui essaie les deux personnes avec la scie, là, puis l'autre qui est en arrière, qui a une chainsaw. Oui. Ou le classique du monde qui bâtisse un pont, puis les autres sont en train de cuire. Je trouve qu'il réussit à mettre en image simple des problématiques tellement typiques puis tellement omniprésentes que ça a vraiment eu Oui. Son clip avec les bonhommes sourires, là. Ah oui. Oui. Il n'est pas plus simple pour expliquer, là. Ou les balles de ping-pong, là, pour expliquer le flow, là. Ouais. Pour vrai, je l'utilise encore assez fréquemment. Voyons, comment il l'a appelé, le Utilization... Trap? Quelque chose comme ça, je pense, Resource Utilization Trap. Je pense que c'est super fort aussi.
Oh boy. J'avoue, j'ai un léger faible pour Jürgen parce qu'il est venu au podcast. Qui est un point, qui est un point tout à fait important. viable. Sauf, cela dit, je n'ai jamais posé la question à Henrik. Puis je suis convaincu. J'ai rencontré Henrik à Gilto il y a quelques temps. Là. Il était quand on avait la bibliothèque au kiosque de la Job Partnership. 2018, quelque chose comme ça. Oui. Le seul Agilto que j'ai manqué, c'est l'année qu'Henrik était là. Congé de femme enceinte. L'idée d'avoir des enfants aussi. Mais oui, c'est pas dans l'affaire, ça. Mais il était à la bibliothèque, il regardait les livres, puis là, j'étais à côté de lui, puis je ne savais pas c'était lui. J'ai même pas réalisé. On commence à jaser, puis oh, you're Henrik! C'est toi le keynote qui est en avant, il y a comme une demi-heure. OK, encore. Cela dit, écoute, le document que je partage le plus souvent, c'est Scrum from the Trenches. De Crisp, je pense par Henrik, là, mais c'est... Donc, veux pas, j'ai comme pas le choix de dire Henrik. Et oui, les petites vidéos de Spotify, pour le meilleur ou pour le pire. Celui sur le PO-ownership, là. Ça crée un engouement. Ça crée un engouement. Ça crée un mouvement. Oui. Je ne sens pas le même niveau d'influence direct ou indirect de la part de Jürgen Appelo, malgré son excellent livre 3.0. Les belles conférences qu'il donne. Il est solide. Henrik aussi. Mais c'est 2 stars, là. On va s'entendre. C'est comparé, je ne sais pas, Ovechkin puis Crosby, là, à un moment donné. Mais ce soir, si je dois choisir, Jürgen, I love you. You're amazing. I hope you come back to the podcast. Continue en français, comme ça, il ne saura pas que... Oui, la dernière fois que j'ai fait ça, je vais tout avoir. Mais oui, je vais y aller avec Henrik ce soir. Puis si on se projetait dans le futur, dans les prochaines années, je sais pas, j'essaye quelque chose, là, je sais pas où je nous amène, là, mais si on fait de la futurologie, dans tes mandats, prochaine année... Entre ces deux-là ou d'autres personnes? Entre ces deux-là. Entre ces deux-là? Parce que là, on a répondu, lequel a le plus eu d'effet, lequel a le plus marqué, puis je pense qu'on a l'air assez d'accord, là, on est pas mal sur la même longueur d'onde. Moi, je prédirais un flip. Ah ouais? Parce que je pense que là où on est rendu, au niveau des grandes entreprises, comme on en connaît plein et on en a expérimenté plein, le step, si on veut, ou le bump qui reste à passer est beaucoup plus au niveau du management que ça peut l'être sur le plancher. Puis c'est les concepts de Jürgen, je pense qu'il faut qu'on arrive à mieux appliquer. Je pense que leadership transformationnel va définitivement être la clé pour la suite. Oui. D'accord avec ton argument. Puis je connais peut-être un peu moins la vie d'Henrik, mais tu sais, Jürgen aussi développe ses startups et des trucs comme ça. Tu sais, il fait pour vrai, là, pas juste dans une grande entreprise et tout. Tu sais, il plonge, prend ses sous, etc. Peut-être, je sais pas si ça peut inspirer. Oui. J'avoue, pour le business agility, le enterprise agility, le whatever agility, je pense que Jürgen il est plus connecté sur ces points-là, du moins en façade. Là. Je suis sûr que dans les mandats, c'est différent là, que Henrik, je pense. Ouais. On se reparle dans 2 ans, puis on verra. Là. On va rouvrir ça. Je viens de mettre une time capsule. Là. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver. OK. Peut-être que ça va être Karine, la major influencer. Peut-être. On changera le carton jaune avec un autre nom. Karine, qu'est-ce que t'en penses? Le prochain, c'est quoi? Ça sera pas plus facile, les amis. Sinek versus Brown versus Pink. C'est un trio, là. Ouais. Pour le bénéfice de tous, on parle de Simon Sinek versus Brené Brown versus Daniel Pink. OK. Simon Sinek, je le connais surtout par ses petites vidéos à gauche et à droite et Start With Why, auquel je fais pas si souvent référence que ça, peut-être indirectement, parce que oui, le pourquoi, c'est toujours central à ce qu'on fait, la raison d'être. Brené Brown, c'est TED Talk, mais pas... Non. J'aimais... C'est inspirant. Oui, c'est inspirant, mais de là à voir les effets en entreprise, l'influence sur mon coaching, pas vraiment. Dan Pink tout le temps. Le modèle. Le modèle simple. Puis oui, c'est un outil d'observation qui vient de son livre Drive. Donc, qu'est-ce qui motive les individus ou les équipes? Donc, la raison d'être, l'expertise et...
Mastery, Purpose, puis Autonomie. Autonomie, merci, mon Seigneur. À 3, on y arrive. Il est quand même 20 ans, après une grosse journée, donc oui, je donne des excuses. Puis tu ressors de toute façon tout le temps le beau petit diagramme de veine que t'as pas trop loin quand tu veux l'utiliser et l'avoir proche. Oui, donc j'ai pas le choix que de dire Pink? Dan Pink. Okay. Principalement pour son modèle. Tous les modèles sont faux, certains sont utiles. Celui-ci m'est très utile comme outil d'observation, mais en même temps, je l'offre comme outil d'observation à différents coachs et des différents Scrum Masters. Pourquoi le niveau... La motivation ne semble pas être là? Par rapport à ce modèle simple de Dan Pink, selon toi, là, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on pourrait travailler? Oui, c'est vrai qu'ils ont l'autonomie, la raison d'être est là, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne connaissent pas le Mendix ++ divisé par 4 _ B. Peut-être que c'est ça qui manque. Mm-hmm. OK. J'ai le goût d'être pas d'accord avec toi. Côté modèle, je suis d'accord que celui de Dan Pink est là. En termes d'inspiration, pour moi, Simon Sinek est plus... je trouve qu'il est plus moteur. C'est moins concret, mais tu sais, pour avoir essayé de creuser le Start with Why, puis il y a un livre sur comment le faire, puis qui est quand même vachement intéressant. Puis l'avoir fait 1-2 fois, c'est quand même cool. Et puis, je pense qu'on peut aller plus loin que le Start with Why, l'Infinite Game qui est sorti, qu'on est allé voir d'ailleurs à New York, là, oui, j'utilise dans une notion de projet versus produit. Là, puis là, peut-être je rentre trop en détail. Je ne sais pas si tu as lu le livre, Eric, The Infinite Game? Non. OK. En une phrase, rapidement, c'est une partie infinie. C'est les gens qui jouent à cette partie-là ont pour but juste de perpétuer la partie, jouer au Lego, versus une game de hockey qui a un début, un milieu puis une fin. Puis le but, c'est de gagner. Ou bon. Fait que la guerre du Vietnam. Il y a plein de parallèles qui sont faits là-dedans. Mm-hmm. Mais quand on parle de projet versus produit, un produit, peut-être qu'aujourd'hui, on est 2e sur le marché ou 3e sur le marché. C'est pas important. L'intérêt, c'est de continuer à cultiver, grossir son produit, etc. Fait que je dirais que je l'utilise. OK. Assez souvent. C'est souvent des discussions beaucoup plus abstraites puis philosophiques qu'avec le modèle de Dan Pink, avec Drive. Là, je suis 100% d'accord avec toi, fait que je suis un peu déchiré. Mais ouais, j'ai le goût d'y aller avec Simon. Puis tu le vois appliquer à quelle fréquence en entreprise? Ça va être moi dans des discussions. Le Start with Why, le faire, on avait fait un bout chez Intact ensemble, okay. Ce qui était cool. Vraiment appliquer le modèle de Simon Sinek pour trouver le why, le how, le what et tout. Puis au niveau d'une DP, là, quand même assez élevé. Okay. Fait que c'est appliqué, mais sinon, ça, l'Infinite Game, j'en ai jasé peut-être il y a un mois avec le président de l'endroit où je suis, là, qu'on parlait du produit, puis qu'on voulait aller plus loin. Puis c'était pas nécessairement... En fait, que c'est une bonne chose d'avoir des concurrents parce qu'ils nous poussaient plus loin. Puis ce genre de discussion-là. Okay. C'est sûr que c'est un peu philosophique. L'outcome de cette discussion-là n'est pas mesurable directement. Mm-hmm. Mais ça nous a alignés sur certains points, je pense. Je crois. Puis parce que c'est le fun aussi de ne pas dire la même chose que toi. Puis côté Brené... si on regarde juste... on l'a pas mal ignoré, je pense. Mais si on regarde... Puis je connais moins, là, on va dire les vraies affaires. Je connais à peu près juste les TED Talks, fait que je peux pas aller bien plus loin que ça. Fait que si je comparais les TED Talks de Brené puis les TED Talks de Simon Sinek, peut-être que je dirais que ça se ressemble pas mal puisque c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Fait que c'est ça, je suis obligé de déclarer je suis moins expert. Fait que c'est ça. Mais là, juste parenthèse, je pense que tu es une fan de Brené Brown. Là. Je mets la table. Là, je suis une fan. Je suis une intense fan de Brené Brown. Tu es fan, mais a-t-elle eu une influence sur la communauté agile à Verdun, à Montréal? En termes d'influence sur la communauté agile, je vais y aller avec toi, Eric. Je pense que c'est Daniel Pink. Mais. J'attends un mais. Non, mais la réponse d'un point de vue influence sur la communauté agile, moi aussi, je pense que c'est Daniel Pink qui a eu le plus. Puis j'utilise aussi beaucoup son modèle, surtout dans des discussions avec des gestionnaires que quand on leur parle d'une équipe auto-organisée, ils ne savent pas
trop qu'est-ce que ça veut dire pour partir de ça. Puis c'est un bon point de départ, je trouve. Ouais. On fait pas juste leur donner toute la liste puis les lâcher lousses in the wild. L'autonomie, ça vient avec l'augmentation des compétences puis du contexte. Puis là, ça me fait penser au lieutenant David Marquette qui ramène le même principe avec son intent, puis ça vient avec clarity and context. Tu fais référence à Turn the Ship Around, right? Turn the Ship Around, excellent livre. Ça a été un autre bon. On aurait pu rentrer dans le lot. D'ailleurs, c'est le meilleur keynote que j'ai jamais vu dans toutes les Agiltos. Agilto, oui. Wow, he blew me away. La vidéo est encore disponible. Mais ça rend pas justice à l'ambiance qu'il avait réussi à créer dans la salle. Fait que je suis d'accord avec toi. Je pense que d'un point de vue communauté agile, c'est Daniel Pink. Ceci étant dit, j'aime beaucoup Simon Sinek que j'ai été voir avec Mathieu à New York. Puis ça reste que... Moi, c'est Leaders Eat Last. Et puis le petit vidéo qu'on voit beaucoup là, dans les TED Talks là-dessus, ça vient me chercher. Le monde de l'armée, là, qui... Ouais. Ouais, OK. Puis pour moi, c'est tellement un exemple, l'exemple parfait de le changement de posture qu'il faut que les gestionnaires font puis de se mettre au service de leurs gens au lieu du contraire. Fait que ça vient me chercher beaucoup, mais ça reste que moi, personnellement, c'est Bernie. Mais ça reste pour des raisons non reliées à l'agilité. Je trouve juste... j'ai un background de psychologue, elle a un background de travailleur social. Il y a plein... Et plus... c'est très leadership, psychologie, son champ d'action. Puis le leadership, c'est pas mal mon dada dans les dernières années. Fait qu'elle vient jouer beaucoup dans mes cordes. J'ai une autre belle comparaison, ça aussi. Hein? J'ai le goût de vous pitcher une curve quand on dit qu'on voit la communauté agile. Je pense qu'on utilise peut-être plus Dan Pink. Je suis d'accord avec vous. Par contre, la communauté at large business, tu sais, quand tu arrives en entreprise, il y a plein de monde qui ont vu des trucs de Simon Sinek. Fait que là, je suis en train de revendre mon point parce que je veux vraiment gagner, on comprend. C'est zéro opaque. C'est transparent, mur à mur. Je veux pas assez intelligent pour faire ça smooth. Souvent, ça va être moi qui vais introduire Dan Pink. Il n'y a pas grand monde qui va le connaître alentour de moi. Je vais sortir le petit modèle, les trois cercles, faire qu'on utilise tout ça. Si ça grab, à la limite, je vais dire hey, check le livre et là, ce sera le fun. Par contre, des Simon Sinek, souvent, ils l'ont vu, puis c'est une bonne porte d'entrée. Oui. Mais je suis quand même, somme toute, d'accord avec tout ce que vous avez dit. J'ai le goût de vous lancer une autre comparaison, puis je suis trop curieux. Vous allez me tuer, là, mais c'est pas grave. Oh, c'est intense, ça veut dire? Oui. Esther Derby ou Lisa Atkins? Les deux ont passé au podcast. Puis les deux, c'est des femmes... Esther Derby, bien sûr, son podcast, bien sûr, son livre Agile Retrospectives, Les 5 phases, qui est une référence. Depuis c'est plusieurs années. Aujourd'hui. Après ça, tu as Lisa Atkins. Podcast aussi, le Coaching Agile Teams. Elle avait fondé le Agile Coaching Institute. Et boy. OK, m'a mouillé. Sinon, vous, personnellement, là, ouais. Ben, je vais essayer de répondre de mon point de vue pour la communauté. Je pense que Esther Derby, c'est difficile, là. On est encore dans un Ovechkin Crosby, là. Ouais. Solide, mais oui. Oui, vraiment. Ouais. C'est deux méga. Au final, les rétros sont tellement au cœur, puis on a... Combien de fois tu commences à coacher un Scrum Master, les rétros, c'est un peu... Tu lui dis, OK, n'importe quoi, t'as peu. On va essayer le stage là, pour commencer. Puis là, on va le diviser, on va faire les étapes, on va la monter ensemble. Juste pour ça, c'est comme gagner 2 Coupes Stanley en 3 ans, mettons. Juste pour ce petit bout-là. Ça invalide rien d'autre. Esther? Ouais. J'ai mal, mais OK. Sorry. C'est vrai que la journée où, en tant que Scrum Master, tu réalises que il y a une telle chose que l'arc de la facilitation, puis qu'il y a différentes étapes. Ah, ça se prépare une rétro? C'est pas juste ça? Non, on saute pas directement des solutions, ou non, c'est pas un bitching session. Tu passes à une autre étape. J'ai fait ma certification de facilitation avec Sue Johnson il y a plusieurs années à Toronto. Oui, j'aurais pu ajouter Sue dans le mix. Arrête. Sue dans le mix.
Eh boy! Mais en même temps, Lisa, son livre, l'Agile Coaching Institute, juste pour pas faire pareil, je vais dire Lisa. Cool. Toi, Rick? Extraordinaire. Alors, moi, t'as plus le droit, là. C'est toi qui l'as lancé, hein, t'es obligé. C'est difficile à l'extrême. Vraiment, c'est deux individus que j'admire, que je vais ouvrir régulièrement le livre de Coaching Agile Teens parce que j'ai besoin de balancer des idées avec du papier, là, finalement. Mais en même temps, c'est ça, les Agile Retrospectives, qui est une deuxième édition qui sort bientôt. Juste, je sais pas pour vous, mais moi, c'est pas rare que dans les premières discussions avec un Scrum Master, je finis par envoyer Rétromat, la génération de rétro, puis là, on joue. C'est en 5 pages. Puis c'est Agile Retrospective. Il me semble que c'est pas rare que je commence à jaser, je fais attends un peu, je t'envoie ça, puis là, tu mets le link dans Team. Je vais trancher par un critère financier. Tant qu'à choisir quelque chose. Le compte de banque, la balance. Oui, c'était le compte de banque. J'avais organisé le Agile Coach Camp à Montréal. Je sais, tu t'en vas où, là? En 2011. Parce que moi, j'ai insisté que ça soit gratuit. Avec juste des commanditaires. Puis j'étais quand même quelques centaines de dollars dedans le trou. Lisa Atkins est venue me voir, elle me dit t'es dans le trou de combien? J'ai dit tel montant. Elle m'a fait un chèque et voilà. Tu break even maintenant, mon homme. Fait que Lisa gets your vote. Lisa, for that reason, pour ce soir, je sais pas quelle heure il est, là, mais pour ce soir. C'est de bonne guerre. C'est comme si en finale de la Coupe Stanley, Crosby-Ovechkin, il y en a un qui t'avait donné son bâton puis la POC. Mettons. Tu sais, pas le choix. Tu prends pour lui. Ouais. C'est correct. Posez-moi la question de demain matin, puis je choisis d'autres choses. Mais ça dépeint bien le personnage quand même. Oui, c'est anecdotique. Là, c'est un détail dans toute sa carrière. Probablement qu'elle se rappelle même plus. Si on le croit. C'est un fait. Mais c'est quand même majeur. Ça décrit le personnage énormément. Pour elle, probablement qu'elle n'a même pas pensé. C'était tout naturel. Fait, OK, ouais, t'as besoin, OK. Tiens, voilà. Mais en fait, c'est une des forces de ces deux personnes-là, c'est quand tu leur parles, il n'y a rien d'autre dans le monde qui existe. Ce n'est que toi et elle. Elles vivent dans le moment présent. Dans le moment... oui. Il n'y a pas de thread qui roule en parallèle. En tout cas, pas que ça paraît. C'est fou. Je n'ai pas rencontré beaucoup de gens comme moi. Puis moi, j'en suis pas une de ces personnes-là. Ça me prend tout mon petit change pour mettre le focus sur la personne devant moi. Mais elle, avec un S, on dirait que c'est sans effort. Donc, j'admire. Mais bon. Oui. Mais on n'a pas le choix. On doit choisir. Lisa. OK. C'était mon tour, je pense. Hein? Oui? Ben oui, parce que c'était Karine d'en pris un monsieur correct. On est encore dans les individus? Non, moi, j'ai changé board physique ou board numérique? Physique. Mais... on est dans un contexte un peu bizarre. Il va falloir que tu tranches, tu peux retirer comme tu veux, mais tu vas revenir à un choix. Hein? Les boards physiques aujourd'hui, sont moins pratiques. Hein? Pas. Mais regarde, parce que j'anticipe peut-être vos réponses. J'y vais quand même le board physique côté nostalgie d'un. Dans le bon vieux temps, là. Et puis, écoute, un board numérique, c'est caché. C'est pas un information radiator. Un board physique, c'est là, tu rentres dans une salle, et surtout comme coach agile, tu veux comprendre ce qui se passe dans les équipes A, B, C, D. Tu t'assois dans la salle, puis tu regardes. C'est tout. Oh, ils sont dans la merde. Oh, ça va bien. Oh, je pense que je vais aller voir eux. Sinon, tu vas dans Jira, Azure DevOps, Rally et compagnie. Clic, puis nanana. Puis c'est caché. Fait, oui, moi, je vais dire board physique et fuck la pandémie. Spécial cas, mademoiselle K. C'est son nom. Je viens de l'improviser là. Okay. C'est pas. C'est son nom pour le restant du podcast. Mais spécial cas, je trouve que ça sonne bien. J'aurais peut-être dû l'inventer plus tôt pendant qu'on travaillait ensemble, mais bon. T'as manqué plein d'opportunités pendant 2 ans. Ouais, il est un peu tard. Je vais être vraiment plate, mais Éric a tout dit. Je ne fais qu'abonder dans le même sens. Même pandémie? Fuck la pandémie. Oui.
Fuck la pandémie, on retourne. Mais non, ça ne génère pas le même type de commitment, selon moi, de prendre un post-it puis le changer de colonne que de updater une carte dans un outil. On travaille dans l'informatique. On est toujours dans le virtuel. On peut-tu avoir un peu de physique, s'il te plaît? C'est-tu possible? Anecdote, moi j'ai eu la chance, là, je retravaille présentement en physique quand même avec pas mal de monde. Puis on a fait un story mapping, un après-midi, un PO, un dev. Avec des murs puis un post-it. Avec des murs puis un post-it. Puis Miro a pas crashé. Non. Ben, le whiteboard dans Azure DevOps, c'est pas... On avait de la peinture neuve, les post-it ne collaient pas tant bien. Parce que le PO n'était pas habitué des collets de côté. Il y a des collets par en bas. Fait que là, ça fait la curve. Ouais, je sais. Désolé. Il y a une telle chose qu'une technique de décollage de post-it. Comme ça, là. De côté. Exact. Oui, parce que comme sinon, ça curl. Okay. Donc, c'est bien pour notre réputation de coach agile. Hein? On est labelé post-it man tout le temps. Là. Commanditaire. On n'est pas commandité par 3M. Je répète, on n'est pas commandité par 3M. Bref, on a fait un story mapping, puis l'Information Radiator, c'est niaiseux. Je l'avais vu plein de fois dans ma carrière, mais cette fois-là, tu as le président de la compagnie qui débarque, puis à côté de nous, on avait une super télé, touchscreen, puis tout, puis il comprenait pas pourquoi on était sur... C'était comme ça, là. Il y avait le mur ici, la télé ici. Là, on aurait pu... En fait, la télé servait à afficher mettre des post-it dessus? Non, elle affichait de la doc, puis des gogos, puis de l'info, puis... En tout cas, bref, on s'en servait pour projeter. Puis le monde sont venus. Puis il y a d'autres personnes qui sont venues, qui ont contribué. Fait que Information Radiator, all the way. Fait que je suis 100% d'accord avec vous, mais... Je suis désolé, ça reviendra pas. Là, je prends une position solide qui me brise le cœur. Je la prends pareil. Ça reviendra pas, les boards physiques. Je pense qu'on est condamné à travailler au minimum en hybride. Ce qui est le fun, c'est que le mot hybride va prendre un nouveau chapeau. On va arrêter de dire Water Scrum Fall où je fais du hybride entre l'agilité puis du pas agile. Maintenant, hybride, ça va vouloir dire au bureau. On-site ou... Ouais. Puis je lisais... il y avait le work from home, puis tranquillement, on le transforme en work from anywhere. Là. C'est WFA. Je suis désolé. En tout ou en partie, il va y avoir des équipiers qui sont à l'extérieur. Ça me brise le cœur. Je suis 100% d'accord avec vous. Ça se peut qu'on ne revoie plus jamais de board physique autre que pour un événement. Là. On fait un story mapping, on fait quelque chose, on a une rétro, on a un atelier quelconque. Là, on fait... Et pardon, le board là, qui sert à l'avancement d'un sprint ou un tableau Kanban que tu vois, peu importe. Là. Donc, tu baisses tes bras, c'est bien, je vois ça, je l'observe. Ouais. Je l'accueille. Mais lequel des deux que tu préfères? Lequel des deux que je préfère? J'aime bien mieux un board physique. C'est clair. Je pense qu'il faut trouver le moyen de pallier au fait qu'ils sont cachés, les boards. Le début de ta prémisse, c'était les boards virtuels. Digitaux sont cachés. Il faut trouver de quoi pour qu'ils ne le soient plus. Parce qu'effectivement, là, on essaye de mettre les liens partout puis de les afficher sur une TV puis faire 56 000 patentes. On a le vrai de constater que c'est caché pareil. Mais je n'ai pas la réponse. Puis je pense qu'on s'en... Désolé. Je suis peut-être le party pooper, mais... Non, c'est je te crois. Ça veut pas dire que tu l'acceptes, ça veut dire que tu le crois. C'est le prochain gros défi. Le premier, c'était bien sûr d'avoir des gens colocalisés, puis on coach et on accompagne, les gens se parlent facilement. On veut modéliser quelque chose. Hey! On se lance dans une salle, puis on part, un whiteboard, puis on fait des whiteboard warriors de nous, puis c'est fantastique. Le défi qui nous attendait le 20 mars, c'était en distribué à la maison. Tout le monde le prochain défi, c'est l'hybride, le mix. Puis c'est pas... Tu sais, Eric, que t'es la dernière personne que j'ai vue en chair et en os avant le début de la pandémie. À Toronto? Vous faisiez quoi à Toronto? Eric t'avait donné une formation, puis moi, j'en avais profité pour faire un petit voyage. Puis moi, je suis revenue, mais Eric a eu de la misère à revenir. J'ai donné 2 formations. La deuxième, pendant la formation, je reçois un texto disant « Mon vol est annulé ». OK, mais je reviens comment? Ouais. Donc là, j'essaie de booker d'autres vols pendant que je donne une formation. Une formation de PO, fait que je t'ai donné comme quelques fois, fait que je t'ai pas habitué, mais quand même. Tu disais quoi sur Lisa et Esther? Ils sont complètement présents. J'étais complètement sur le cruise control à la formation.
Puis j'essayais de trouver une autre espèce de vol. Puis j'ai quand même réussi. Et puis ça avait été la dernière fois, en revenant à Montréal, on était allé manger dans un resto. C'était la dernière fois que j'ai mangé au resto jusqu'à tout récemment. Ouais. Puis, juste pour clore le board physique, board digital, Curveball, je pense qu'on va avoir on le vit pas tant encore, en tout cas pas de mon côté, mais je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'asynchrone. Le classique, les développeurs, il y en a qui arrivent à 8 heures, puis il y en a d'autres qui arrivent à 10 heures, mais je pense qu'on va vivre de plus en plus d'asynchrone. Fait que même booker des lits, ça va bien, là, ou des petits trucs comme ça, là, mais des meetings où tout le monde est présent ou des choses comme ça, je pense... Si je fais de la futurologie, je pense que ça va s'effilocher. Le Daily Scrum? Peut-être des listes moins, mais on va le mettre un peu moins au début de la journée. Il va être quelque part au milieu parce qu'il y a du monde qui vont finir leur journée pendant qu'il y en a d'autres qui commencent ou qui sont au milieu. Ou toutes ces réponses-là. Fait que l'asynchrone... Après le Work from Anywhere, je pense que l'asynchrone, ça s'en vient. Je suis désolé. T'es souvent désolé. Fait que je vais lancer cette carte-là. C'est la réalité. Que veux-tu? Yep. Je nous lance dans la controverse. Vas-y. Point versus T-shirt sizing versus jour personne. Lequel c'est plus propagé dans la communauté. C'est toujours la question de base. Donc, comme question de base, mais c'est les points. Attends. Parles-tu de points qui veulent dire des jours personne, puis quand on se questionne sur des points, on se rappelle, ouais, mais 5 points, c'est combien de jours déjà? Des poids relatifs, des estimations relatives, en utilisant des suites de modifiées de Fibonacci. Donc, veut pas, ce sont les points, pour le meilleur et pour le pire aussi, ce sont les points qui ont plus fait leur place dans la... C'est dur à contester. Ouais. Dans le temps, c'était les JP, c'est sûr. Dans le temps. Il y en a encore beaucoup des JP. Il y en a encore qui vivent dans le temps. Là. Mais dans la communauté agile, moi, à moins que les points soient des JP. Non, du tout. D'où ma question. Ça ne fait pas partie de la question. Mais dans la communauté, je pense que c'est facile. C'est clairement les points qui ont pris le dessus. Souvent, le T-shirt sizing, de ce que j'observe, est pour les items à plus haut niveau. Là. On parle de méga feature, epic, whatever, là, des grosses patentes qui n'impliquent pas l'équipe à court terme ou des choses comme ça. Là. C'est beaucoup plus T-shirt sizing. J'utilise souvent les T-shirt sizing comme étape intermédiaire pour me rendre au point. C'est plus coarse grain dans un wall estimation, dans un lift-off. On va commencer avec un small, medium, large, extra large, puis vite en vrac. Puis ensuite, pour les small, c'est-tu un small ou un gros small, 1 ou 2? Puis dans les mediums, c'est-tu 3 ou 5, et ainsi de suite. On raffine un peu. OK. Puis les JP dans la com agile... OK, dans la communauté agile, mais mettons, tu arrives en mandat là, demain matin, puis aujourd'hui, je sais pas pour vous, mais 3/4 du temps, quand tu arrives en mandat... J'en vois plus. C'est déjà agile. Non, mais c'est cet été. Non, il est écrit sur les murs, puis ils ont eu des formations Scrum ou Kanban, puis ils sont contents, puis ils sont bons. Là. Mais il y a encore plein de JP. Là. Moi, j'en ai vu encore dernièrement. Pour des estimations à plus longtemps? Oh, ouais. OK. Pour des devis, pour des... C'est vrai qu'il y a une couche, qui est au-dessus des équipes qui, il y a encore des estimés, avec des estimés pas faits par les équipes ou très loin, puis 3 architectes, 2 QA, puis... qui offrent l'illusion de la précision. Exact. Puis là, après ça, avec des discours de c'est un commitment, mais pas. Le futur. Oui, on est vraiment bon là-dedans, surtout en informatique. Oui, l'historique nous démontre qu'on est bon, mais il y a quand même. Il y a encore, mais moi, j'insiste à dire que dans la communauté agile, c'est avec les équipes, là. Oui, si on fait des contrats à forfait, il va y avoir le nombre de jours. Mais on parle plus d'agilité, là, on est ailleurs. Exact. Est-ce que vous avez déjà signé un contrat de consultation basé sur des points au lieu des jours personnes? De développement, oui. Oui? Mais de coaching, attends un peu, ça donnerait quoi? De coaching, non, mais dans le développement logiciel, oui. Dans le coaching, je sais pas. Elle a posé la question, puis j'ai
T'as tilté? J'ai fait bleu. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Je sais pas. Est-ce que tu l'as dit développement de logiciel ou tu l'as dit coaching? Je dis coaching. Ah, boy! Un contrat Ça voudrait de dire quoi? coaching en points. Mettons. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ben, mettons qu'on se dit Je te facture 20 points par semaine. 20 points à l'heure. une intention .com avec un objectif, là. On va la laisser répondre. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. On voit le hamster qui roule. Ben, j'essaie d'articuler clairement l'idée dans ma tête, moi aussi, mais ça serait... je sais pas. Je me disais juste, ça pourrait être... Je sais même pas ce que ça veut dire. Ouais. Je sais même pas ce que ça veut C'est le dire. bout qu'on va couper au montage. Non. Mais moi, je pense que au contraire, ça vaudrait la peine de l'explorer. Juste, moi, là, par cette question-là, j'imaginerais François Beauregard qui fait de quoi pour que cette discussion-là arrive à quelque part. Surtout sur son épitaphe. Ouais. Non, mais avec un dialogue qui partira. Je sais pas. Là où je t'ai rendu dans ma tête, c'est de regarder l'ensemble des changements qu'on essaie d'introduire avec une squad ou avec une équipe de gestion dans l'écosystème, puis de se dire, OK, on utilise des points, on utilise la suite de Fibonacci pour aller essayer de saisir l'ampleur de ces changements-là. Estimer en équipe la complexité de ce changement-là. Ça pourrait être vraiment cool. Absolument, oui. Mais c'est pas directement relié à un contrat. Non, c'est pas lié à un contrat. Je sais même pas si légalement ça passerait le légal. Je pense que les avocats de in-house diraient non. Je veux des chiffres normaux. La comptabilité après qui essaie de balancer. Là. Fait que les points, oui, mais en même temps, il y a un gros problème. Ça a été hijacké. Ouais. Les points, c'est rendu que avec certaines méthodologies, appelez-moi pas ça un framework, tous les points doivent être sur le même harmonisés sur les 22 équipes, alors que les points devraient servir seulement pour générer des conversations. Ouais. C'est ça le but des points. Va pas trop loin, Eric. Je vais lancer une discussion, puis tu vas me voir venir. C'est très proche. Là. C'est connexe. Vas-y. Estimate? Non, estimate. C'est parce qu'il fallait que je t'arrête là, parce qu'on arrive pas loin. C'est sûr que No Estimate a fait des chicanes à la communauté. C'est sûr. Écoute, je vais passer pour le méchant corpo, je sais pas, là, mais estimate. Mais re-estimate, tout le temps. Comment estimer en continu, mais ça soit seamless. C'est pas un effort. Là. C'est juste continuellement offrir une visibilité basée sur les connaissances que nous accumulons jour le jour, sprint par sprint, si on est en Scrum ou chaque cycle en Kanban. C'est donc de réestimer tout le temps. Et le problème avec le non-estimate, puis en fait, non-estimate, ça ne veut pas dire ne pas estimer, mais bon, notre sujet, là. Mais l'apparence du no-estimate, pour la culture dominante, ça fait plus de dommages que de bien. Ouais. Ce que je dis, c'est que oui, il y a toujours une culture dominante. Dans notre société, c'est beaucoup une culture axée sur le contrôle, axée sur les compétences, surtout. Donc, des cultures de collaboration, ça existe quand même pas bien dans les équipes. Mais à la grandeur de l'entreprise, c'est plus difficile. Et puis, si on ne nourrit pas la culture dominante, c'est la culture dominante qui va nous manger direct, qui va tout tuer. Donc, si on arrive, nous, par exemple, comme coach, là, j'ai Scott Hammer en tête, là. Si nous, on arrive comme coach, puis on dit, vous devez cesser toute estimation, mais je me fous du nombre de points que tu as négocié dans ton contrat pour ton contrat de coaching agile. Il se termine. Il gère. Ou pire que ça, il se termine pas, mais tu n'as plus l'écoute de personne. Ouais. Puis c'est pire. C'est pire, ben oui, c'est pire. Donc, j'y vais avec the right type of estimation in the right context at the right time. And do it all the time. We plan to replan, esti. Voilà. Je vais dans la même veine qu'Éric aussi. Le constamment estimé, tout à fait. Puis j'y vais dans le fameux planning is everything, plans are nothing. Là. Fait que estimates are everything, are nothing, but estimating is everything. I like it, yeah.
le processus de réflexion à travers lequel on passe par l'exercice d'estimer est nécessaire dans la mesure où on ne s'attache pas trop au résultat puis qu'on revoit le résultat constamment. Parce que si on n'estime pas, on passe à côté de l'opportunité de se poser des bonnes questions qui pourraient nous amener ailleurs. Donc, définitivement, c'est un bon point. Je pensais que c'était là que tu t'en allais. On passe à côté de l'opportunité de raffiner ce qui est demandé. On l'estime à X points, X jours, X whatever. Toi, tu dis 20 points, puis moi, je dis 3. Attends un peu. What the hell, on comprend pas la même chose, ou tu vois une complexité que j'ai pas vue, ou on dit tout. Tout le monde dit 13 points, puis là, on lance un défi à l'équipe. Ça ressemblerait à quoi à 5 points? Respectez votre DOD, respectez les normes de qualité, respectez telle chose, mais mis à part ça, là... Quelles conditions de succès t'enlèverais là, pour que ça tombe à 5? Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être ne pas faire? Comment on peut maximiser les choses à ne pas faire? Ça vient de où, ça? Ah oui, un des principes. Celui qui est probablement le moins compris de tous. Mais puis ça, quand je t'ai interrompu, là, je pensais que tu t'en allais là. C'est la confrontation un peu des idées là-dedans. Là, puis c'est là que ça prend tout son sens. À la limite, allant jusqu'à faire disparaître les estimés une fois qui sont faites parce qu'on s'en fout un peu. Là. On va plus loin que les estimer comme étant un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire dans certaines instances, mais en même temps, c'est des opportunités d'échange. Particulièrement. C'est ce que je souhaiterais le plus. Tant que l'estimé n'est pas vu comme étant une promesse. Non de problème. Je vous invite à aller voir le podcast avec Frédéric Leguédois. Ah oui, c'est vrai. C'est lui qui a fait le keynote sur nos estimates. Oui. L'as-tu vu? Oui. Oui? OK. C'est ça. Moi, je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu en entrevue parce que je suis face à face avec. Mais ouais. Lui, il était tout excité parce qu'il y avait de la neige à Montréal. Il est débarqué la veille du Agile Tour, quelque chose comme ça à Montréal. Puis c'est ça. OK. Un beaucoup plus facile? Vas-y. Sunset Graph versus un simple burn-up chart. Un release burn-up chart. Un offre plus d'informations que l'autre, bien sûr. Selon vous, lequel a plus de place dans la communauté? Sinon, lequel que vous tenez tout près du cœur? 1, 2, 3. OK. Non, c'est moi. Il n'y a rien comme roche, papier, ciseaux. Ben, dans les dernières années, j'ai vu beaucoup plus de Sunset que de Burn Up. Oui? OK. Ouais, j'ai vu beaucoup plus de Sunset. Malheureusement, souvent tweaké, wink wink, et déformé et tordu. Mais n'empêche que j'ai vu quand même beaucoup de Sunset. Ne serait-ce que pour le Moscow que le Sunset peut amener, c'est quand même cool. Je pense que ça a une valeur. Puis on se rattache au principe qu'on disait tantôt, là, de ne pas faire les choses qui ont moins de valeur. Fait que oui, beaucoup de Sunset. Puis les forecasts, quand même, avec le compte d'incertitude, c'est quand même cool. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est la complexité d'explication puis de lecture. Puis tu sais, tu regardes un Sunset, t'en as vu 32 millions, fait que ça va. La première fois que tu expliques à un DP, un VP, un directeur, limite le Sunset, qu'est-ce que ça veut dire, puis pourquoi, puis l'explication est quand même pesante, là, est quand même gossante. Plus le maintien de ce patente-là qui est souvent fait dans Excel, on the side, à la fin d'un cycle quelconque, là, sprint release ou je sais pas quoi, avec des datas semi-bonnes, parfois tweakées pour que ça balance puis que ça paraisse bien. Fait que lequel je vois le plus, je pense que j'ai plus vu de Sunset. Est-ce que j'aime le potentiel du Sunset? Oui. Souvent, il fait mal. Enfin, c'est pas mal. Il fait mal parce que c'est dur à l'expliquer. C'est tout. C'est pas utilisé au bon escient, ni dans le bon contexte. Je vais dire Sunset, moi aussi, parce que j'ai vu plus de Sunset dans les dernières années que de Burn-Up. Par contre, personnellement, je préfère le Burn-Up au Sunset pour un peu les mêmes raisons que Mathieu évoque. Malheureusement, les premières utilisations du Sunset que j'ai fait, oh mon Dieu, que ça remonte à longtemps.
était dans le bon contexte pour les bonnes raisons. Les dernières utilisations du Sunset que j'ai vues étaient pas dans le bon contexte ni pour les bonnes raisons. Okay. Ça a été tellement modifié, utilisé pour mettre de la visibilité. Ça a été utilisé pour faire un roadmap au lieu d'un OK, je pensais que allait dire autre chose. Ça a été utilisé comme une arme, plus qu'un outil de prise de décision. Un peu, donc, on est allé étendre un Sunset pour avoir de la visibilité sur 17 squads qui ont un système de pointage différent, une vélocité différente. Puis là, on essaie de faire des maths pour Non, mais pour essayer de faire un Sunset qui récupère l'information de ces 17 squads-là. Okay. Certaines étant... pas nécessairement dédié au release sur lequel on essaie d'avoir la visibilité, d'amener les execs à comprendre qu'on essaie de se donner une image pour un release de quelque chose bien précis et non pas 27 releases d'un projet sur 4 ans dans un sunset. Et non plus qu'on ne devrait pas tweaker ce que le sunset est supposé de se baser sur du data réel du passé et de faire une prédiction basée là-dessus, et non pas de prendre en compte le fait que toi, en tant que gestionnaire, tu sais que dans 2 sprints d'ici, tu vas ajouter 3 squads puis que ça va changer ta vélocité et que tu penses que tu vas multiplier ta vélocité par 3 parce que tu as ajouté 3 squads de plus, mais dans le fond, c'est jamais ça qui se passe. Mais là, tu vas jouer dans le data du Sunset pour Mathieu, c'est à quoi je fais référence. Pour cette raison-là, je n'aime plus l'outil tant que ça non plus. Ce que j'ai le goût de dire, c'est que tous les symptômes ou les comportements dysfonctionnels que tu as énumérés, la même chose peut arriver avec le burn-up. Tout à fait. Mais il est quand même plus simple. Il y a comme moins de chance. C'est vrai qu'il y a moins d'informations. C'est plus difficile de se faire très mal avec un marteau qu'avec un marteau-piqueur. C'est vrai qu'un marteau-piqueur, tu peux... Mon exemple est vraiment mauvais, mais tu peux t'arracher le pied au complet avec un marteau, puis tu vas te cogner le doigt. Puis ça. OK. Moi, je vais y aller avec le burn-up. Je suis beaucoup dans une approche stepping stone. Donc, parce que habituellement, si on m'appelle, c'est parce qu'il y a des défis à surmonter, sinon je coûte cher pour rien. Fait que Et une des premières étapes, c'est OK, vous avez réussi 20 points dans votre sprint. So what? Ça veut dire quoi? Votre sprint n'est pas aucunement contextualisé. Ça veut dire quoi, 20 points? 20 points sur 1 million ou 20 points sur 40? Pour quand? Pour quand? Donc, je trouve que le burn-up est un beau stepping stone, zéro intimidant. Il n'y a pas plus simple. En plus, je l'explique toujours sur un napkin. Ben, dans le temps, j'expliquais sur un napkin. Fait que oui, je vais dire le burn-up. Et puis, par la suite, s'ils veulent y ajouter plus d'informations, offrir plus de visibilité, et ainsi de suite, oui, on peut passer à autre outil et le Sunset en fait partie. Puis dans ta pratique, aujourd'hui, tu vois pas des Sunsets partout? Parce que pour moi, il me semble que c'est multiplié un peu comme un... Dans une institution financière, oui, beaucoup. En fait, ils ont changé les couleurs. Fait que là, j'explique aux gens, mais c'est plus vraiment un sunset. C'est pas un soleil qui... Parce que le nom est émergé dans le temps de Pixis. Là, le nom est émergé parce que ça va l'air d'un coucher du soleil. Là, les couleurs sont plus des teintes de vert. On ne sait pas ce qu'est l'institution, en tout cas, mais elle aime le vert. C'est plus un garden chart qu'un sunset graph. Tu pourrais peut-être proposer le renaming. Je vous présente le Garden Chart. Le Garden Chart. L'autre institution financière où je suis, il y a zéro sunset. Okay. Ouais. Et on commence à explorer un tout petit peu les burn-up, mais il y a un prérequis. Burn-down, c'est déjà là pour les sprints, mais pour les burn-up, c'est juste qu'il y a un prérequis, puis le prérequis n'est pas là. Il faut avoir une compréhension, une estimation un peu plus globale, coarse grain de la totalité d'un jalon. Un jalon veut dire quoi? Mettons 3 à 6 sprints. Et voilà. Ouais. Tu aurais dû faire un PI planning, tu aurais pu avoir tout ça. Mais le problème avec un PI planning, c'est qu'on embarque sur un release train, puis il n'y a rien de moins agile qu'un train. Donc, non. Hey, j'ai une idée, on pourrait inventer un nouveau framework, puis au lieu d'avoir un train, ça serait un elevator. Ça serait pas pire, tu sais, comme tu te promènes en ascenseur. Moi, j'ai proposé un Agile Release Chipmunks. Donc, on pourrait se manœuvrer selon les
un petit peu. Je vais sortir ma voix aiguë. Donc, si le marché change, les technos changent. On a donc un Agile Release Chipmunk Engineer. Un Release Chipmunk Engineer. Excuse. Ça serait non, mais la métaphore, elle est bonne. Versus un train. Mais ça arrête. Puis Ça avance. Mais l'objectif doit nous amener là-bas. Non, t'en vas là, si. Pas là, t'en vas là. On a fait un pied à planning. Il faut avoir un retour sur l'investissement. Parce que je t'ai allumé, là. Je savais qu'en disant ça, j'allais t'allumer, mais pas autant. Je savais pas que ça allait. OK. Aïe. C'est mon tour. Ouais, vas-y. Moi, il me reste juste une petite carte. Toi, finalement, c'était quoi? C'était le Sunset ou le Burn-Up? En ce moment, je vois plus de Sunset. L'influence du Sunset, j'ai plus fort sans plus, je pense. Sunset. Moi, je vais aller avec Burn-Up. Vendu. C'est ton tour, je pense. Non, c'est moi qui ai amené le Sunset. Puis, OK. Vas-y. Projet versus produit. Produit. Fin. Merci. Projet. Je suis d'accord. Next. Next. Attends, oui, là, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais ce que vous voyez aujourd'hui, là, en 2021, puis on peut fantasmer d'être où on veut. Non, zéro. Ce qu'on voit, c'est des projets. Là. Zéro une barre. C'est des projets partout. C'est des embryons de produits à gauche à droite. À un endroit, je n'amène pas de nom, là, il y a des endroits, ils font des efforts pour passer en mode produit, mais ils ont le même bidule, mais customisé pour une centaine de clients différents. Imagine les risques d'erreur, la maintenance là-dessus, c'est fou. Puis c'est pas des grosses différences d'un client à l'autre. Là. Je sais pas moi, le B est légèrement plus en angle que pour l'autre, là, que ça fait des code base plus finir. Et là, ils ont fait des gros efforts pour consolider le tout et puis pour créer des produits comme quasiment off the shelf avec des plugins, mais puis une opportunité pour que les gens à l'extérieur de la compagnie puissent contribuer au code base. Donc, des belles initiatives. Mais de là, c'est pas fréquent. Et puis, des fameux value streams ou les multiple value streams. C'est cool, on a tous ce désir-là. Je pense que tranquillement, pas vite, on y va, mais on observe peu. Des vrais value streams, là, la BMW dans le livre de Mick, là, non. Même des fois, je me pose la question. Je travaille dans une division qui, elle, dépend de 8 autres divisions, qui, elle, dépend de, elle avec un S, de 8 autres divisions. Il faut que je gère ma santé mentale, là, quelque part. Mm-hmm. Puis je ne mets plus beaucoup ce que Esther Derby nous a dit à un moment donné. Optimiser localement n'est pas le mal en soi. On peut le faire puis améliorer la vie des gens et du produit localement sans détruire le système. Donc, depuis ce temps-là, je me sens mieux. Tu dors mieux. Mais en même temps, je vois qu'il y a des opportunités manquées de créer un stream total, comme qu'on pourrait avoir sur une chaîne de montage de la i8 de BMW. De BMW. Ouais, je pense qu'on est d'accord. Je pense que c'est encore le système de financement qui est au cœur de tous les problèmes. Lié à ça, oui. Oui. Ben, les initiatives viennent à travers un financement par projet. Ouais. Fin. On en parle, on peut en jaser 2 heures. C'est souvent sur un cycle annuel avec des notions de qu'est-ce qui est capitalisable, non capitalisable, OPEX, CAPEX, 10, non-10, puis toutes les règles comptables qu'il faut qu'on... Ça vient compliquer, complexifier, empêcher plein de choses qu'on pourrait simplifier. Puis ce virage-là avec les équipes de finance est... Ouf! Puis je sors... Beyond budgeting, people. Beyond budgeting, oui. Je mettrai le lien dans la description. Je sors de mon niveau de compétence big time, là, mais à quel point peut-être vous aussi, je sais pas, là, mais à quel point les normes IFRS, les normes comptables internationales et tout, viennent limiter ça. Peut-être beaucoup, peut-être pas du tout, là, j'en ai aucune idée. Je pense pas. Je suis pas une experte en finance, là. Je pense pas qu'elle l'empêche de faire ce qu'on essaie de faire. Je pense que c'est plus
des habitudes, des façons de faire. Gestion de changement OK. extrême à faire Ouais. avec les équipes de finances. Ouais, je pense que OK. le problème est plus là. J'irai m'informer. Je suis loin d'être expert en finance aussi. Merci Margot, ma comptable. C'est elle qui me sauve la vie à chaque année, fin d'année fiscale. Tiens, voilà mes papiers. Cela dit, à chaque fois que je dois lire sur des normes dans une industrie, je me souviens toujours de la DO 178B, des normes dans le domaine de l'avionique, ou le ISO 10 000 quelque chose dans le domaine de la pharmaceutique. Oui, c'était une belle lecture de chevet. Tu as bien dormi cette soirée-là en Wright? Il n'y avait absolument rien qui nous empêchait d'appliquer des approches itératives, incrémentales. Même au contraire, il l'encourageait. Donc, peut-être, j'ai jamais lu un... IFRS, c'est une norme comptable internationale, suite au scandale d'Enron et autres patentes du genre qui sont arrivées là, début 2000. Je sais pas. J'ose faire l'hypothèse qu'en lisant ces normes-là, il faudrait être plus agile, et non moins. Mais c'est une hypothèse. En même temps, j'ai travaillé sur un projet, ça devait être compliant avec SOX, Sarbanes-Oxley. Ouais. Et ça ajoutait une lourdeur en sécurité, incroyable. Oui, exact. Parce que en arrière de ça, c'est de ce que je comprends, là, du peu que je comprends, les normes IFRS, c'est la transparence face aux actionnaires. Là. Je pense que c'est beaucoup ça qu'ils voulaient aller chercher dans l'esprit de ce patente-là. Puis là, à quel point c'est facile d'être transparent sur les actionnaires, sur on va faire des produits qu'on va cultiver, qu'on va apprendre, etc. Puis là, moi, j'investis, j'achète des actions de la compagnie X, puis là, tu vas expérimenter sur les nouveaux produits versus je vais injecter 100 millions pour développer patate. Puis je sais pas. Honnêtement, là, je suis complètement à l'extérieur de ma ligue. Bref. Si vous avez donc mis en budgeting, c'est peut-être un bon point de départ. OK. On va aller avec un big scaling versus descaling. Tu fais exprès. Là. En plus, je vous laisse répondre en premier, c'est ce qui est fantastique. Tu l'as choisi, ta carte, en right? Non, en fait, non, sérieusement, j'ai divisé au hasard. J'ai le goût de te laisser répondre en premier pour... Ça va être plus drôle. Ben, je souhaiterais mentionner que les prochains propos ne représentent aucunement l'opinion de la corporation pour laquelle je travaille. T'invoques-tu le 5e amendement sur celle-là ou tu... Non, c'est ton expérience globale ici. Là. Ben, c'est parce que je suis au cœur de ce type de débat au travail dans une initiative qui porte le nom Scaling. Puis ce que ça m'a permis de réaliser, c'est que il y a autant de versions, de définitions, de compréhension du mot scaling qu'il y a de sortes de patates. Oui. Ça ne veut pas dire la même chose pour personne. Pour certains, ça veut dire d'implémenter safe. Pour d'autres, ça veut dire d'amener l'agilité à l'extérieur des TI dans d'autres domaines de l'entreprise, comme des pratiques agiles au niveau du marketing ou des RH. Oui. Dans d'autres cas, c'est de dire, OK, ben là, on est très bon pour faire Scrum au niveau des squads, mais là, on veut y aller à un niveau d'un programme, d'un produit, d'un whatever you want to call it. Nexus. Less. Oui. Au niveau des pratiques de gestion aussi, fait qu'à l'extérieur des équipes de développement. Fait que dans certaines perspectives, si on parle de scaler pour amener l'agilité ailleurs que dans les équipes de développement, I'm all in. Si on parle de scaler dans le sens où on met en place des pratiques qui nous permettent de mieux gérer de multiples dépendances à travers multiples équipes, descaling. Simplifions. Fait que dans la mesure où... En fait, pour moi, c'est pas scale ou descale, c'est simplifier versus complexifier. Fait que dans la mesure où scaler va nous aider à décomplexifier, j'y vais pour le scaling, mais c'est vraiment le cas de mon expérience. Parce que si je fais du pouce sur ce que tu disais sur tes différentes définitions ou objectifs du scaling... De ce que j'observe souvent, le scaling, c'est trouver des moyens d'injecter plus de monde avec la complexité qui viendra là, dans l'écosystème pour livrer plus vite, et etc. Parce qu'on tombe encore dans la trappe que
ça va être... Le bottleneck est au niveau de la réalisation. Donc, si on met plus de monde, on va... Ouais. Au fur et à mesure que tu parlais, il me venait Jean-Pierre Lambert. Ça a l'air farfetch, là, mais suivez-moi. Ça va faire du sens, je vous promets. Doctor Strange. Jean-Pierre Lambert, dernier J'ai le tour, qui parle des différents types d'équipes. Je ne me rappelle plus du titre de sa conférence, là, mais tu sais, une équipe, un feature team. C'était quoi? C'était feature team, après ça, genre component team, feature team, squad, product team, impact team. Mais tu sais, quand on voit quand tu parlais, essayer de créer des impact teams plutôt que de scaler puis amenons-le à l'extérieur de l'agilité, faisons tout ça. On dirait que j'ai juste le goût de dire descale, plutôt que d'ajouter du monde, d'ajouter des équipes, faire en sorte que j'ai une super impact team qui a du gars du marketing jusqu'au gars qui développe puis le QA, mais sont quand même petits puis ils livrent des belles patentes puis ils font grossir leurs produits. Ceci étant dit, la question, il y a 5 minutes, c'était project ou product. Fait que 99%, on se mettra pas la tête dans le sable. C'est ça, le scaling, c'est mettre plus de monde sur un projet pour qu'il livre plus vite. Là. C'est à peu près ça qu'on voit. Et gérer les dépendances. Là. Il y a beaucoup de ça derrière le scaling. Au lieu de travailler à les éliminer. Oh, exact, au lieu de les casser, au lieu de... whatever. Fait que... On voit juste du scaling. Voir du descaling, c'est rare. C'est difficile. Fait que, encore une fois, ça me brise le cœur, mais ce qu'on voit, c'est du scaling. C'est ça. Oh, wow. Moi, j'y vais. J'ai un côté un peu philosophique. Si on va dans la direction du scaling, comme coach agile, à quoi qu'on sert? C'est bullshit. À quoi qu'on sert? Donc, ça, c'est... Écoute, ayant commencé du coaching agile il y a quelques temps, c'était ça notre mission première, c'était notre vision, c'était notre raison d'être, finalement. Et aujourd'hui, malheureusement, je vois trop souvent des gens qui abandonnent trop rapidement l'ambition de décomplexifier l'environnement. On va gérer les dépendances. On va mettre des meetings entre les différents départements qui vont dire leurs besoins. L'autre va dire comment il peut y répondre. On va créer un backlog de ce patente-là avec des liens dans Jira qui sont à l'envers, avec un extract qui va... Ouais. Et puis, tout récemment, on me dit, Eric, safe one. Suck it up, Buttercup. Et moi, ce que j'avais le goût de dire, c'est, you know who else won? McDonald's. And it doesn't mean that it's better than a nice salad, une belle salade avec des petits morceaux de fraises puis une petite huile et vinaigre. Non, c'est McDo qui a gagné. Donc, c'est ça. J'ai l'impression que it's too convenient, it's too easy. Puis, si j'ajoute une couche, c'est sûr que c'est dispendieux aussi. Donc, je connais des grandes entreprises, des gens de SAP de ce monde, pour ne pas les nommer, qui ont dépensé des gros sous à faire un PR planning à 400 personnes en Allemagne, juste pour dropper le tout, après les formations et tout, les certifications, tout ça là, juste pour finalement dropper le tout quasiment 1 an plus tard. C'est malheureux. C'est triste comme constat. Oui, il y a sûrement des success stories. Sans être là pour faire un audit moi-même, personnellement, je peux pas savoir, mais je prends pour acquis qu'il y a des success stories où ça m'agace, c'est qu'on baisse les bras beaucoup trop rapidement dans beaucoup trop de contextes. Mais, où je suis d'accord avec toi, c'est un cycle perpétuel. À un moment donné, RUP a pris la place. RUP n'a pas livré la marchandise. Oui, RUP doit aller me dire, RUP, c'est un toolbox, c'est très itératif. Bullshit. C'est pas ça qui s'est produit. Et puis, à un moment donné, on a mis à terre tout ce qui était RUP, Macroscope, P+, Prince 2. Et là, maintenant, toutes ces choses-là sont rendues agiles. On a mis l'étiquette agile. Il y en a un qui était plus futé que les autres. Il a ajouté le A dans le nom de la méthode.
Et puis, évidemment, les certifs, donc oui, c'est sûr que les prochains 5 ans, on va avoir une ascension importante de Safe. Une grosse partie du blâme est sur des gens comme moi. On n'a pas réussi à amener des entreprises d'une taille importante. Je ne parle pas du 500-700 employés, je parle du 2000 en montant. Là. On n'a pas réussi à créer assez d'engouement, assez de motivation. Pour moi, la raison d'être n'y était pas, ou l'expertise n'y était pas, ou l'autonomie n'y était pas, je ne sais pas. Mais... on n'a pas réussi à créer ce momentum-là pour décomplexifier et créer un environnement où on crée des entités indépendantes qui livrent du produit à la clientèle. On se dirige plus à éloigner de plus en plus les équipes du consommateur, du demandeur. Et voilà. La fin de mon soapbox, je me rassois. Bon, j'ai plus le goût, moi. C'était le dernier épisode du Sprinkler, merci. C'est une joke. Mais non, on a encore du fun. Tu disais, c'est quoi notre rôle en tant que coach agile dans un contexte où Safe prend de l'ampleur, puis on vient faire quoi là-dedans? Mm-hmm. Ma tentative de réponse à ça, c'est... Je pense que les... Puis là, je généralise basé sur une certaine expérience. Je pense que les exécutifs aujourd'hui trouvent dans Safe des réponses à leurs questions qui les rassurent sur certaines conclusions ou perceptions ou prémices qu'ils ont. Puis je pense aussi que j'appliquerai jamais Safe out of the box, mais il y a quand même des bons principes et des bons outils dans la boîte. Je pense que notre rôle pour la suite est d'amener de la visibilité sur le système puis des métriques pour aller challenger leur interprétation de qu'est-ce qui est vraiment le problème. Mm-hmm. Par exemple, des discussions que j'ai eues avec certains exécutifs avec lesquels je travaille, la perception semble être au niveau que dans le fameux value stream, notre chaîne de montage, c'est au niveau de la réalisation que ça accroche. Okay. Puis c'est parce qu'on n'est pas bon à faire du software engineering. Ouais. Alors que ce qu'on entend, nous, les coachs, avec les équipes qu'on accompagne sur le plancher, c'est, au contraire, c'est que ça prend forever d'avoir une idée qui va être rendue raffinée en story, actionnable par les squads. C'est là qu'on perd du temps. Ouais. Donc, c'est pas du tout la même prémisse, pas du tout le même problème qu'on attaque, pas du tout les mêmes outils qu'on devrait utiliser. Mais tant aussi longtemps qu'on n'a pas quelque chose de concret en termes de data à montrer, on ne changera pas l'histoire. Oui. Fait que c'est là que je pense qu'on... C'est plus temps à coacher des squads. Ça n'enlève pas le fait qu'il faut continuer à coacher des équipes, à évoluer dans des pratiques plus agiles, mais il y a un aspect... je pense qu'on est rendu tellement dans un monde qui est data-driven que si on n'est pas capable d'arriver avec du data, on ne sera plus capable de driver la conversation au niveau des execs. Bon point. C'est bon. Oui. Vu qu'on parle de data-driven, je vais y aller avec ma petite carte. Moi, il t'en restait une? Oui, il m'en reste une. Okay. C'est ma dernière. C'est Throughput versus Velocity. Lequel a eu le plus d'impact dans la communauté jusqu'à maintenant? Vélocité. Vélocité, c'est sûr. À cette question-là, c'est big time. Hein? Mais Throughput, là. Ça veut dire quoi, Throughput? C'est moi qui vous pose la question. Hein. Moi, pas mon rôle. Le nombre d'items livrés dans une période de temps X. Oui. C'est quoi les gros avantages? Là, on peut en mode podcast traditionnel. Là, moi, je ne suis pas convaincu de l'avantage d'estimer un throughput, bien expliqué par Karine, versus... D'estimer ou de constater? Juste être certain. Tu as dit estimer un throughput ou constater? De constater un throughput versus constater la vélocité d'une équipe. C'est quoi le...
C'est quoi la différence? Quel gain on aurait? Moi, c'est la bonne question, ça. Quel gain qu'on a à dire, hey, la gang, fuck la vélocité, maintenant, on constate via les mesures de throughput. Pour moi, c'est difficile à gamer, un throughput. C'est difficile à gamer, c'est vrai. Puis on base sur des vraies journées, sur des vraies dates. Combien sorti 12 par semaine. Combien de fois tu as eu une squad là, qui a décidé de mettre 8 points sur une activité de réflexion qui livrait absolument rien de concret? Là? Ben, un peu, là. C'est parce qu'on me dit qu'on avait un bonus si on doublait le nombre de points livrés. Fait que c'est sûr que les... On a un target de 27 points par sprint, par squad. Fait qu'il faudrait que ça donne 27. On nous a dit qu'on était moins vite que l'autre équipe à côté. Oui. Fait qu'on a augmenté nos estimés. Oui. Mais c'est majeur, ça. Là. Ouais. Donc aujourd'hui, vélocité qui domine. C'est loin. Si on a un espoir, un désir pour le futur... Throughput all the way. Vas-y. Moi, j'ai rien de plus intelligent à dire. Je me demandais, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'on l'a oublié à quelque part along the road, le throughput? Simplicité des points, je pense. Parce qu'il était là, ça partait de l'estimer, fait que on le voyait. Scrum amenait beaucoup la notion de commitment, même avant la notion d'objectif de sprint. Au début de ma carrière, je voyais des objectifs de vélocité. Là. On s'engage pour 25 points ce sprint-ci. Puis à la fin, à la revue, on célébrait. On a fait 28 ou 23. On n'est pas bon, on a fait 17. Avec des belles courbes qui traçaient est-ce qu'on est en général, on est-tu en dessous? On a alimenté, on parlait de data là, il y a 3 secondes, 3 secondes d'écart, mais je veux dire, on l'a alimenté, là, on a feed the beast beaucoup, là, on l'a décortiqué, suivi, alimenté, name it, là. Fait que j'ai l'impression qu'il y a un peu de nous autres aussi, là. Un peu de nous autres aussi là-dedans. Là. Oui, sûrement. Moi, j'ai envie de dire que je trouve que je nous amène dans un... Je peux-tu introduire un nouveau débat? Oui, mais ça. Cadre-toi. Je trouve que le fait que la vélocité a supersédé throughput est représentatif du fait que Scrum a pris beaucoup plus de place que Kanban dans les années. Alors, Scrum ou Kanban? Il était dans la liste, puis tu l'as pas choisi. C'est pas vrai. Si la question, c'est lequel a le plus influencé la communauté agile, Scrum à 100 000 %. Scrum, parce que c'est hyper simple, c'est 13 pages et de moins en moins. Puis Kanban, il y a des guerres internes, mais pas vraiment internes, mais des guerres Anderson et puis Vacancy, puis... fait que c'est dans la confusion, les gens ont dit on va aller dans du Scrum. Et les certifications simples, c'est tout le packaging qui venait. Je sais pas comment tu as réussi à éclabousser, mais tu as réussi à éclabousser. Cool. Bon dos. Ouais, je pense que Scrum all the way. Bon, oui. On voit de plus en plus de Kanban là, qui pointe le bout de son nez là, quand même. On en constate beaucoup plus qu'il y a 4 ans. Je trouve. Oui, mais je pense que oui. Mais la question de base, elle est facile à répondre. C'est Scrum qui domine. J'espère voir Kanban tailler son chemin dans les prochaines années. Surtout avec Pro Kanban, avec le Kanban Guide qui tente de... Ils ont copié le modèle Scrum.org. Peut-être ça va rassurer les gens avec des règles simples, dont le throughput, des poll policy et autres. On a un beau podcast avec Louis-Philippe qui nous a bien... C'est mal compris, généralement parlant. Puis je pense que la raison pour laquelle tout le monde parle de vélocité ou de throughput, c'est qu'ils ne comprennent pas c'est quoi le throughput ou comment le mettre en application. Oui. Puis souvent, on associe Kanban à des cumulative flow diagrams. Puis moi, il faut que je me l'explique à chaque fois. Oui, à chaque fois. Moi, il faut que je me l'explique à moi avant de le présenter pour être sûr que je ne me trompe pas. Parce que j'ai c'est pas si souvent que ça. Mais là, Louis-Philippe au lieu du cumulative flow diagram, il a parlé du input, du chose bin, chose mush. Ouais.
Ouais, non? Oui, Hey, je moi, me rappelle, c'est je me rappelle plus du terme du Ah, tout. Je suis merde. désolé. Truc-muche. Je truche-muche, là, mais ouais. je mettrai le lien quelque part. Là. Ben, Ouais. qui me permet de mettre de côté le Cumulative Flow Diagram puis utiliser ça à la place qui est beaucoup plus simple, qui va peut-être augmenter le niveau de confiance des gens pour dire OK, on va ailleurs. Et puis, c'est sûr que moi, dans le contexte où je suis aujourd'hui, je me pose régulièrement la question pourquoi vous faites Scrum? Ça, je ne comprends pas. J'y arrive pas à comprendre. Scrum mise beaucoup sur le travail d'équipe, le volet pluridisciplinaire, non pas seulement de l'équipe, mais à terme des individus, au moins être capable d'avoir des conversations intelligentes avec ses collègues, même si je ne connais pas COBOL, je peux quand même échanger. Avec toi. Dans le contexte actuel, c'est même pas là. Tenir les gens mutuellement responsables pour le succès du sprint. Mais si, Karen, je ne sais pas ce que tu fais. Tu fais du COBOL dans le sous-sol de l'église à quelque part. Tant mieux. T'as pas fini? OK. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Rien. Ouais. Cool. Je vais aller te chercher un café. Donc, des fois, au lieu de juste continuellement sortir trop les gens dans leur zone de confort, peut-être une approche Kanban, et puis si on voit des opportunités d'aller ailleurs, que ce soit Scrum ou autre, là, on y va. Mais oui, on a fait un peu vers le futur tantôt. J'haïrais pas ça qu'il y ait un shift vers Kanban. Et puis, heureusement, je pense que Pro Kanban, j'ai aucune action en Pro Kanban, là, zéro. Mais avec Pro Kanban, plus qu'avec les initiatives de Agile, pas Agile, mais Kanban University, je pense qu'on a des meilleures chances que les gens soient plus ouverts aux deux options. Ça propage. Puis, il y a tellement de principes Kanban et Lean qui sont clés pour les execs, encore une fois, de comprendre pour faire un virage agile. Oui. Juste, hey, on se lactue sur le whip, les amis. Make work visible. Ouais. Manage your whip, focus on flow. Hey, on part une autre initiative, vite. On part une autre Oui. Il en reste-tu des cartes? Moi, je passe au travers. Oui, il devrait t'en rester. Il en reste une ici. Équipe distribuée versus co-localisée. On en a parlé quand même un peu. Mais ce qui a eu le plus d'impact sur... Au début de ma carrière, j'ai l'air vieux, il me semble que c'est un clou qu'on cognait beaucoup. Là. On va regrouper les équipes, on va les mettre sur le même floor. On tapait fort là-dessus, puis ça a eu un impact. Là. Oui. Ça l'a résonné, ça s'est fait. Ça a amené des reconfigurations, des déménagements, des rénovations dans des buildings, des open space. Non, mais pour vrai, ça a eu plein de... Où une personne avait une question, puis ça l'arrêtait 22 personnes de travailler. J'ai déjà, dans une job, constaté qu'il y avait trop de bruit, puis je me mettais un timer, puis j'allais éteindre la lumière. Pour vrai, là, mettons, les dailies se finissaient vers 10h. À 10h08, j'éteignais la lumière parce que le niveau sonore post-daily avait tellement augmenté, parce que le son montait. Là, c'était super haut, puis ça restait. Je constatais que quand j'éteignais la lumière entre 10h08 et 10h15, dès que j'éteignais la lumière, le son faisait... Je réallumais la lumière, puis ça reprenait 1 heure avant qu'il revienne à peu prais au niveau de post-daily, parce que c'était un méga open space. Puis j'avais trouvé chez Bro-Boutier, OK, je dérape totalement, tu le couperas au montage, chez Bro-Boutier, qui est une firme qui vend des systèmes reliés à l'éducation. Il y a certains systèmes, entre autres pour la gestion de classe de TSA, le trouble du spectre de l'autisme. C'est des lumières basées sur un détecteur de son, dans le fond. Fait que tu peux le mettre, puis quand le niveau sonore est plus haut que X décibels, ça devient jaune, ou plus haut que Y décibels, ça devient rouge. J'ai besoin de ça chez nous. Puis j'étais sur le bord d'en acheter. Avant de découvrir le truc d'éteindre les lumières, j'étais sur le bord d'en acheter pour en mettre partout. Bref, OK, j'ai dérapé totalement. La question de départ était colocalisée ou distribuée. Je pense que ce qui a eu le plus d'impact sur la communauté agile, en fait, c'est peut-être une des choses que l'agilité a amené plus localiser les gens. Pour vrai, là. Qui s'observent, qu'on voit un peu partout. On dirait que là, c'est rendu...
C'est rendu de base. Hein, on va faire une équipe, on va les regrouper, ils vont être proches. Ouais, on va les déménager. C'est dans des départements différents. C'est pas grave. On va les mettre ensemble. C'est vrai qu'on prend ça pour acquis. Parce que dans le temps... au début, c'était pas facile. Mais Joe, là... Dans le but de bâtir différentes. Hein? Joe, il travaille pour Jack. Puis là, s'il est loin de son boss, ça marchera pas. Puis c'est compliqué. Là. Ouais, moi, quand j'ai commencé à coacher, une des constatations qu'on a fait à un moment donné, c'est que moi, je connaissais plus de gens que les développeurs qui travaillaient, qui étaient dépendants sur un autre développeur. Moi, je les avais rencontrés face à face, je leur parlais régulièrement. Fait que c'est un problème, Weird, ça. C'est un smell. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas moi qui code. Moi, je suis pas dépendant d'eux autres, ils sont pas dépendants de moi non plus. Pourquoi je les connais? Ouais. Corinne? Co-localisé aussi. Oui. J'ai eu la chance ou la malchance. Moi, c'est comme si ma carrière s'était faite à l'envers, dans le sens où... Benjamin Button. Ouais. Après Doctor Strange, il fallait qu'il s'en chante ça. Peut-être pas ma première job en sortant de l'école parce que j'étais chez Air Canada comme gestionnaire de projet à ce moment-là. Mais quand je suis sortie de là pour embarquer chez Ubisoft, je suis tombée dans un contexte de justement c'est là que j'ai fait ma certif de Scrum Master avec Stéphane Écuyer, Pixis 2007, ça fait longtemps. Puis je suis tombée dans l'espèce de contexte parfait là, j'avais 3 équipes Scrum qui travaillaient ensemble. On était toutes dans la même salle, localisées par mini-squad. On travaillait dans Jira avec le super plugin de Greenhopper dans le temps. Ah oui! Et puis on était dans des outils modernes. Puis là, plus j'ai changé d'entreprise après ça, pire que ça a été. Pourquoi t'as changé? Finalement, ouais. Parce que je travaillais 90 heures par semaine. Merci Ubi, mais à un moment donné, c'était plus ce que je souhaitais faire. Ouais. Pour finir par sortir de Jira pour me ramasser dans RTC, pour finir par sortir d'Outlook pour me ramasser dans... Comment ça s'appelle, donc? Azure DevOps aujourd'hui, non. Rally. Je me suis ramassée dans Rally aussi, mais je me suis ramassée dans Version 1. Lotus Notes. Oh, Lotus Notes. Je suis trop jeune, je connais pas ça. Ils ont implémenté des trucs Jira Agile dans Lotus Notes. Ils ont eu des boards ou c'était juste des emails? Okay. Je sais. Okay. J'ai jamais compris comment les tuiles fonctionnaient non plus, là, mais ça, c'est un autre débat. Puis j'ai passé d'équipe colocalisée à de moins en moins colocalisée à travers le temps. Ah oui, OK. Fait que oui, je considère que colocalisé a le plus influencé la communauté, mais on s'entend que pour la suite, c'est distribué all the way. Là, parce que, tu sais, on parlait du modèle hybride tantôt, mais there's no such thing as hybride. Là, c'est décentralisé. Là. C'est équipe distribuée, c'est ça que ça veut dire, parce qu'il va toujours avoir quelqu'un au bureau et quelqu'un à la maison. Oui, en même temps, on va toujours être distribué, peu importe. Je trouve que le mot distribué a changé. Dans le temps, distribué, ça veut dire je te connais même pas. Je n'ai même pas quitté. Tu es à Vancouver, puis je suis à Singapour. Oui, puis le coach le connaît plus que n'importe qui d'autre. Aujourd'hui, distribué, c'est qu'il y a quand même une espèce de synergie dans les équipes dignes de ce nom. Là. Il y a quand même une synergie qui existe, même si tout le monde travaille de la maison. Moi, je prévois des belles choses. Si je peux finir sur une note positive, là, moi, je prévois des belles choses. Le travail de la maison, les gens sont moins dérangés, ils livrent la marchandise sur une base quotidienne. Et dans des moments où on doit faire un lift-off, story mapping, impact mapping, whatever, n'importe quelle activité de collaboration, mais tu viens au bureau, cette journée-là, dans la semaine ou dans le mois, t'es là. Puis on collabore, on whiteboard, puis ça... On repart de notre côté. Je suis positif. J'ai de l'espoir. L'amour n'est pas mort. L'amour n'est pas mort. Jean Leloup. Ah, tu vois, j'avais Céline Dion avec L'amour existe encore qui jouait dans ma tête présentement. Fait qu'après Nuance, je vais t'inviter à faire jouer ça dans ton charme. Dion chante Plamondon, c'est un grand classique. Est-ce qu'il nous laissait des cartes? Moi, je passe au travers. Oui. C'est qui ça? Ah, c'est Céline. À la base, c'est Starmania, mais elle l'a repris quand Dion chante Plamondon. Je te vois avec des cartes? Elle les a juste pas pitchées. Oh, wow! On s'est pas trop entre-déchirés. On n'a pas toujours été d'accord, mais en général, t'es pas si loin-ish. Je pense qu'on n'est pas en désaccord avec
tout ce qui était là. Même le scaling, à la limite, des fois, ça, c'est un mal nécessaire, des fois. Des fois, il y a un spaghetti, puis il faut faire de quoi. C'est ça, il n'y a pas de pratique ou d'individu. C'est pas comparer Hitler avec avec Gandhi. Avec Gandhi, on finit ça là. Merci. J'aurais dû dire Doctor Strange ou Thanos là. Parce que pas Thanos. C'est ça Thanos, ouais. Parce que Thanos avait un bon point quand même. On est trop. Ouais. ça aurait pu créer un débat plus juteux. Plus endiablé, oui. Et voilà, vous êtes agile. Donc, juste les on pierres. a décomplexifié solide de la patente. On est trop. Mais là, on pourrait se questionner sur laquelle des pierres est impliquée dans le fait d'injecter l'agilité dans un claquement de doigts dans les gens. Le Mind Stone, c'est sûr. Parce que l'agilité, c'est un mindset. Ouais. Hey, c'est quand même Je connais le Power Stone pour le distribuer le power, je sais pas. Je connais même pas toutes les 6 pierres. OK, on dérape. Ça, t'en aurais été un pas pire. Agilité, mindset, framework ou méthodologie? Agile, mais c'est pas une méthode, c'est sûr. C'est pas un framework, pas zéro une barre. Fait que oui, c'est clairement un... Ben, tu parles agile au A majuscule au manifeste, mais c'est clairement c'est des valeurs, des principes. Oui, puis quand les gens vous abordent là, dans les 5 premières minutes qu'ils vous parlent, là, souvent c'est le framework, c'est de la méthodologie, c'est du process, beaucoup. Là. Je dis pas que c'est cool, là, mais les premières discussions qu'il y a avec directeur X dans la compagnie Y, mettons, là, ça arrive régulièrement parce qu'on va dire « je veux la méthode agile ». C'est drôle parce que je me prive de plusieurs lectures parce que quand ça commence par la méthode agile, j'arrête de lire, je pensais à d'autres choses. Au départ, la personne ne sait pas de quoi elle parle. Fait que c'est sûr que le restant va être poche, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Ben, c'est ça. Mais oui, en effet. Ouais. C'est sûr que la follow-up question, c'est... Mais pourquoi? C'est cool. Tu veux être agile? Non. Mais bon. Hey... Merci, on Karine. a fait le tour. Merci beaucoup, Karine, d'avoir prêté au jeu. On n'a pas été trop méchant. On t'a pas fait trop mal. Cool. Ça fut très plaisant. Le prochain podcast va être en format habituel, classique, la table. Vous ne verrez pas nos jambes. Là, on n'était pas en pyjama pour une des premières fois. D'habitude, comme vous, lorsque vous êtes sur Team, d'habitude, on est en pyjama du bas du corps. Moi, je suis en bobette, parce que je suis chez nous, mais... Ouais, moi, je mets un pyjama. J'avoue que c'est le plus chic que je me suis mis depuis longtemps, là. Et pour chic. Oui, on est beaucoup en pantalon mou, hein? On est souvent en pantalon mou depuis 18 mois. Écoute, encore une fois, merci beaucoup de t'avoir prêté au jeu. C'est très apprécié. Et merci. Puis, si vous avez des opinions, des commentaires, des réactions violentes sur nos positions, gênez-vous pas. Ajoutez-le dans les commentaires. On accepte tous les commentaires, positifs, négatifs, neutres, transparents. Name it. Puis, si les gens veulent te contacter, Karine, je sais pas, ils ont trouvé qu'il y avait des questions à te poser, ils veulent creuser, ils ont le goût de te rejoindre. Comment je peux te rejoindre? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu veux te rejoindre? Oui. Je suis toujours ouverte à échanger, à discuter avec tous. Si vous cherchez Karine Castonguay sur LinkedIn, vous devriez me trouver. C'est pas si commun que ça comme nom. Là. Je m'appelle pas Julie Gauthier, fait qu'il y en a pas 300. Il y a une lutteuse, Karine Castonguay. Ah oui? Non, pas toutes. Clairement, t'as oublié Karine Castonguay. Karine n'est pas très grande, n'est pas très grosse. Fait que si c'est une lutteuse, moi, je fais pas CC3. Je fais pas beaucoup dans l'intimidation. Fait que LinkedIn est une bonne façon. Sinon, je veux dire, je suis sur Facebook et Instagram comme bien du monde, mais j'avoue que depuis le début de la pandémie, j'essaie de restreindre le temps que je passe sur les réseaux sociaux parce que 8 heures de Teams par jour, c'est assez. T'as pas ton TikTok agile, non? Non, je n'ai plus aucune notification de quoi que ce soit sur aucun appareil. Ça a été un move que j'ai fait en pandémie. Fait que LinkedIn, Facebook... Teams versus Zoom versus WebEx. Non. On repart. Hey, merci beaucoup. Merci, Karine. Merci, très apprécié. À bientôt. Bye. Ciao.